Bonjour les addicts, nous voici réunis pour le décryptage de l'épisode 11 de la saison 1 d'Outlander, la marque du diable. Et en guise de préambule, je voulais vous informer que dans cet épisode, il y a eu des scènes coupées, 2 notamment. Et en allant sur mon site internet, donc www.outlander-addict.com, vous pourrez retrouver des liens qui vous mèneront vers des vidéos de ces scènes coupées. Elles sont en VO, mais sur le site, je vous explique les grandes lignes. Cet épisode, La marque du diable, The Devil's Mark, est un épisode en 2 temps et qui me semble être un épisode majeur pour la suite de la série. Alors cet épisode réunit beaucoup d'ingrédients, de la terreur, de l'espoir du désespoir, de l'aventure, de la luxure, de la romance. C'est vraiment un épisode captivant et très intense émotionnellement. Sans trahir de secret, je vous dirais que c'est un de mes top 3 de la saison 1. Et jusqu'à là, en fait, c'est mon épisode favori. Entre le 1 et le 11, c'est vraiment celui que je préfère, même avant le mariage. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui sonne comme une fin de saison, parce que jusque-là, c'était l'histoire d'une femme qui voulait retourner à son époque. Enfin, c'était la trame narrative. À partir de là, on peut s'attendre à plein d'autres choses. Alors bien sûr, c'est l'épisode de la révélation. On l'attendait, on l'a eu, et de quelle façon magistrale. La primeur de cette révélation a bien sûr été laissée à Jamie, mais on sent que tous les échanges que Claire et Gaylis ont pu avoir juste avant, en fait, ont préparé le terrain pour que Claire en vienne à faire cette révélation à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de Gaylis, je trouve vraiment que c'est l'épisode Gaylis. Même si on ne peut pas éluder la scène emblématique de la fin avec la révélation et le choix que fait Claire de revenir vers Jamie, je trouve que c'est vraiment Gaylis et son personnage qui crève l'écran dans cet épisode. J'en reparlerai après dans mes zooms d'ailleurs. Plein de choses à dire sur Gaylis. Et en parlant de choix, dans cet épisode, Claire en a eu 2 à faire. Le premier, c'est lorsqu'elle choisit de ne pas laisser tomber Gaylis, de ne pas la sacrifier. Et puis donc le deuxième, c'est le choix entre ces 2 hommes et ces 2 mondes et ces 2 époques. J'en parlerai également plus tard. Et enfin, dans mes impressions générales, je voulais évoquer cette scène d'ouverture avec le vol des oiseaux au-dessus du lac. Donc c'est repris dans l'épisode lorsque Claire observe les oiseaux, lorsqu'elle et Gaylis sont dans le trou. Et alors j'ai toujours dit, les scènes d'ouverture donnent à parler, donnent à voir de ce qui va se passer dans l'épisode. Et là c'est vraiment très symbolique. Ces oiseaux qui se regroupent pour éviter les prédateurs. C'est toute l'histoire de l'épisode. Claire et Gaylis qui malgré leurs différences se soutiennent et font front ensemble face à la foule en délire de Cranesmure et du peuple qui ne veut qu'une chose, c'est leur mort sur le bûcher. Et pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est suffisamment rare pour le souligner, pour une fois, cet épisode se termine avec un happy end. On nous laisse avec un suspense, puisqu'on est dans l'attente de ce qui va suivre, mais on est dans une douce impression. Et ça fait du bien pour une fois. Pour mon top et mon flop, j'ai choisi de mettre en avant une seule et même scène en réalité, et vous allez comprendre pourquoi. Donc cette scène, c'est à la fin de l'épisode lorsque Claire est seule sur la colline, est seule face à son choix, et qu'elle observe ses alliances. Alors d'un côté, elle regarde l'alliance de Frank, une alliance en or, lisse, dans laquelle d'ailleurs elle voit son reflet. Et donc c'est une alliance qui est brillante, on a une impression de simplicité, de facilité, et c'est sans doute l'image d'un futur simple qui s'offre à elle. Et à côté de ça, vous avez l'autre alliance, l'alliance de Jamie, donc qui est en métal. Elle est grossière, elle est cabossée, elle ne brille pas. D'ailleurs, elle ne lui va pas très bien, elle tourne un peu autour de son doigt. Et donc oui, là, on a l'image d'un futur plus accidenté, plus compliqué. Et à travers cette scène et ces regards qu'elle porte à ces 2 alliances,
on ressent un peu tout le chemin qu'elle fait dans sa tête pour arriver à faire son choix. Et donc voilà, ça je trouve que c'est superbement fait. Tout est suggéré et finalement, pour une fois, voilà, on n'a pas la voix off qui vient saboter un peu ce que nous on pourrait projeter sur une scène comme celle-là. Et je la mets aussi dans le flop parce que je suis lectrice et du coup c'est vrai que dans le roman on a un peu plus de contexte par rapport à ce qui fait qu'elle va faire son choix, à l'amour qu'elle a pour Jamie. Enfin voilà, plein de contextes qu'on n'a pas du coup dans l'épisode et que je regrette un peu de ne pas avoir. Alors vous voyez, c'est très ambigu ce que je suis en train de vous dire et pourtant c'est vraiment ce que je ressens. Dans cette partie, je vais vous parler de 5 thèmes. Je commencerai par évoquer le rôle de Ned dans le procès. Je ferai un zoom sur les témoins au procès de Claire et Gaylis. Je porterai également un focus sur la belle amitié entre Claire et Gaylis. Je vous apporterai quelques informations sur les petits détails que j'ai repérés dans cet épisode. Vous verrez des détails assez sympas. Et puis enfin, bien sûr, je reviendrai en détail sur la révélation du secret de Claire et puis la façon dont Jamie a reçu ces informations très nouvelles pour lui. Parlons d'abord de Ned et de son arrivée dans la salle où se tient le procès de Claire et Gaylis. Alors les scènes coupées dont je parlais en début de vidéo nous donnent un peu de contexte par rapport à son arrivée à ce procès. Et donc dans la première scène, on voit Colum et Ned qui sont dans le bureau de Colum. Et Ned lui apprend que les 2 femmes viennent d'être arrêtées et essaye de défendre leur cause en disant qu'il ne peut pas rester sans rien faire, que Claire est désormais une des leurs, que Gaylis porte un enfant Mackenzie. Mais en réalité, Colum a conspiré contre ces 2 femmes-là et donc, bien évidemment, il ne souhaite pas que Ned intervienne et il déconseille à Colum d'y aller. Mais le voici et donc c'est un grand soulagement pour Claire. Elle venait de dire qu'elle était assez effrayée de ne voir personne de connu dans la salle et enfin avec l'arrivée de Ned, un visage connu apparaît. Et c'est vrai que Ned est très malin, il joue super bien son rôle d'avocat et quand il arrive, il donne une explication plausible à la tenue de ce procès et du coup je pense que ça coupe aussi l'herbe sous le pied à des personnes qui pourraient dire que c'est anachronique, puisque en effet, il n'y a plus de procès en sorcellerie en Angleterre depuis plus de 10 ans. La dernière sorcière, entre guillemets, qui a été pendue, c'était en 1716, donc là on est presque 30 ans après. Et ça mis de côté, c'est vrai qu'on l'aimerait bien l'avoir comme avocat, Ned. Il est très fort, il retourne quasiment tous les arguments à son avantage. En 2 phrases, il décrédibilise Jenny, il retourne aussi de manière très habile et avec beaucoup de compassion, enfin beaucoup de tact, la maman du changelin. Et je crois que les auteurs ont bien fait de lui donner un rôle plus important que dans le roman. Alors à un moment, on comprend, lorsque Claire l'interroge, on comprend à demi-mot que Colum est sans doute impliqué dans l'arrestation, et Claire le comprend sans doute aussi. J'aime beaucoup l'idée qu'il donne une flasque d'alcool à Claire pour leur 2e nuit dans le trou. Et puis sa stratégie d'avocat pour essayer d'en sauver au moins une des 2, et il a choisi Claire, c'est qu'il faut qu'il y en ait une qui se sacrifie. À la fin du procès, lorsqu'il pense que la partie est perdue, en tout cas ses arguments d'avocat n'ont pas fait mouche, il s'est sans doute senti pousser des ailes suite à son exploit dans l'épisode The Rent, l'épisode 5. Donc il sort le pistolet, il tire en l'air. Il a sans doute pensé qu'il pouvait être le héros et le sauveur des femmes. En tout cas, c'est pas un coup pour rien puisque ça donne une distraction pour que Claire et Gaylis puissent se parler. Donc finalement, intervention plutôt gagnante de Ned.
Alors, quelques mots sur les témoins au procès de Claire et Gaylis. Le premier témoin, c'est donc Jenny, la servante du couple Duncan. Moi, je suis assez étonnée de la trouver là. Alors, elle n'est pas fondamentalement agressive. On sent que c'est une gentille fille. Elle essaye probablement de se disculper elle-même en disant qu'elle ne cautionnait pas ce qui se passait chez elle. Enfin, dans l'endroit où elle vivait, qu'elle ne cautionnait pas ce que faisait sa maîtresse. Et puis finalement, son témoignage est assez faible. Je l'ai dit, Ned l'a retourné comme une crêpe en 2 phrases. Donc, c'est pas forcément un témoignage à charge et qui peut être retenu au final. Ensuite vient la maman du changelin. Et là, je trouve que c'est une intervention et un témoignage qui est magnifié par le flashback et la lumière qui se dégage de la scène. C'est vrai qu'on a vraiment une impression de surnaturel. Bon, l'histoire en elle-même l'est sans doute un peu, c'est une superstition. Mais je trouve ça très beau, les yeux de cette femme qui ressortent, son teint un peu gris. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était une belle scène. Mais là encore, Ned est très habile, je l'ai dit. Il a une bonne connaissance des superstitions et avec beaucoup de compassion, il réussit à mettre par terre son témoignage. Arrive Alistair, donc cet homme qui a l'air tellement sûr de ce qu'il raconte. C'est vrai que ça fait très naturel. Alors quand on écoute bien ce qu'il dit, nous autres du XXIe siècle, ça nous sommes complètement fous, mais il a l'air de croire vraiment en ce qu'il dit. C'est bien joué. Et en même temps, moi, je me demande s'il n'aurait pas été payé pour raconter cette histoire. Mais en effet, comment aurait-il pu observer ce qu'il raconte ? Bizarre. Alors moi, je pense que c'est un témoin qui a été acheté. Arrive ensuite le témoignage de Lyrie, et avec le plan final de l'épisode 10, c'est vraiment l'épisode à partir duquel j'ai commencé à la détester. C'est vrai que jusque-là, on pouvait lui trouver quelques excuses, et notamment l'excuse de sa jeunesse, mais là, au cours de ce procès, elle ment, et ça, pour moi, c'est vraiment impardonnable. Néanmoins, il est intéressant d'avoir cette confrontation entre elle et Claire. On voit encore une fois que Lyrie pensait sincèrement que Jamie était pour elle, mais franchement, comment l'Église peut-elle accorder le moindre crédit au témoignage d'une gamine de 16 ans qui était perdument amoureuse ? Point d'interrogation, je ne sais même pas comment elle a pu être acceptée comme témoin. Pour moi, ça ne fait pas de sens du tout. Et le clou du spectacle, l'arrivée du père Ben. Alors, je sentais poindre son retour lors de l'épisode précédent. Et donc, il fait une arrivée en ombre chinoise. Je trouve que c'est une belle image, d'ailleurs. Et c'est magnifique, la façon dont il intervient, sa grande tirade sur la putain de Babylone. Donc là, on sent qu'il est très accusateur vis-à-vis de Claire. Et puis, d'un coup, il fait un acte de contrition. Il fait une sorte de repentir, il livre ses erreurs, qu'il a mal jugé Claire. C'est très confusant pour moi. Il a l'air tellement sincère, mais on voit le regard que Claire et Gaylis s'échangent. On sent que ces 2 femmes sont dubitatives et du coup, nous aussi, on a un petit doute sur la sincérité de son témoignage. Le père Ben est tellement craint par le peuple et là, le fait qu'il s'effondre, franchement, c'est bien joué. Et puis arrive ce dernier petit sourire en coin. Et là, on sent qu'il les a bien eus. Impossible de parler de cet épisode sans décrypter la relation entre Claire et Gaylis. Je trouve que c'est un très bel épisode pour le personnage de Gaylis. Elle ne joue plus un rôle, elle est beaucoup plus sincère. Il y a moins ces mimiques un peu, ces sourires en coin, ces yeux rieurs, moqueurs. Alors on les découvre dans le trou aux sorcières et bien sûr là, elles ne se font pas confiance. Claire est très distante avec Gaylis dans un premier temps, elle est en colère. Il y a beaucoup de tension entre elles et bien que Gaylis tente un rapprochement en voulant poser la main de Claire sur son ventre, Claire n'y cède pas
Et Claire étant totalement désespérée, elle s'endort seule dans son coin lors de leur première nuit dans le trou. Donc ensuite, on a la scène du procès où là, elles subissent les différents témoignages. Et puis, lorsqu'elles retournent dans le trou pour leur deuxième nuit, elles partagent donc la flasque d'alcool que Ned leur a laissée. Et cette nuit est propice aux confessions. Donc on en apprend un peu plus à propos de Gaylis, qui nous parle de Dougal, et dont on apprend que elle n'est pas forcément heureuse de porter son enfant. En réalité, Gaylis est amoureuse de ce que représente Dougal, de son combat pour l'Écosse, de son engagement. On découvre d'ailleurs que Gaylis a détourné des fonds de l'étude de son mari, a détourné des fonds pour la cause jacobite. Et je l'ai déjà dit, mais je trouve étonnant que Claire et Gaylis ne soient pas allés au bout de leur confession lors de cette dernière nuit, qui était d'ailleurs supposée être leur dernière nuit, puisqu'elles devaient aller au bûcher. Néanmoins, à l'issue de ces confessions, elles se sont rapprochées, elles dorment l'une contre l'autre. Gaylis a compris que Claire venait du futur. Et au petit matin, on retrouve donc cette anecdote avec les oiseaux, et dont j'ai déjà parlé. Et puis Claire qui pose la main sur le ventre de Gaylis en réponse à son refus de la nuit d'avant. Donc Claire, lors du procès, se retrouve face à un choix. Elle doit choisir ou pas de sacrifier Gaylis pour se sauver elle. Et j'aime beaucoup la rage de Gaylis quand elle comprend que son voyage à travers les pierres n'a pas servi à grand-chose, parce qu'elle a voyagé pour changer le futur. Et donc le joli choix de Claire de ne pas sacrifier son amie et de se serrer les coudes et de tenir à ses côtés. Je me demande d'ailleurs quel est l'état d'esprit de Gaylis lorsqu'elle voit Jamie débarquer, puisque donc Jamie est là, mais Dougal n'est pas venu alors qu'ils étaient censés être ensemble. Et j'aime aussi beaucoup le jeu de l'actrice et la mine dégoûtée, choquée qu'a Gaylis lorsque Claire se fait fouetter. Et puis, ça engendre donc le sacrifice de Gaylis. Et je trouve que l'intervention chevaleresque de Jamie est ici complètement effacée par le show, je l'ai appelé comme ça, le show de Gaylis, qui vraiment est magistral là, dans son rôle. Et puis, donc la dernière image d'elle que l'on voit, elle est portée là, comme une rockstar à travers la foule. Elle est portée par les gens du village vers le bûcher. Et puis on a un plan noir et on passe à la scène suivante. Je voulais conclure ce zoom sur la relation de Claire et Gaylis en disant que je pense sincèrement que ces deux femmes-là ont une réelle amitié. Alors certes, elles sont très différentes, mais elles se sont trouvées là dans cette époque. Alors la révélation, ou en tout cas le fait d'être assurée que l'une et l'autre étaient des voyageuses dans le temps, elles ne l'ont eu cette assurance qu'assez tard finalement, et pourtant elle s'était trouvée bien avant. Et je pense que Gaylis se sacrifie parce que lorsqu'elle a interrogé Claire lors de la deuxième nuit en lui demandant si elle était amoureuse de Jamie, bien que Claire n'ait pas répondu, la réponse était assez transparente sans doute pour Gaylis, et Gaylis sait que Jamie est aussi plutôt partisan de la cause jacobite, et donc elle se dit que peut-être Claire pourra œuvrer pour la cause elle aussi, même si Gaylis n'est plus de ce monde. Je voulais maintenant relever quelques détails qui m'ont semblé intéressants dans l'épisode, et notamment j'ai relevé quelques indices qui nous montrent que Claire ou Gaylis sont des voyageuses dans le temps. Et donc le premier petit détail, c'est la phrase que dit Claire lors de la deuxième nuit, je crois, dans le trou aux sorcières, lorsqu'elle dit « Je regrette de n'avoir qu'une seule vie à offrir à ma patrie ». On voit que Gaylis tique, et ce n'est pas pour rien. Elle connaît certainement la référence. Et donc cette phrase a été prononcée par Nathan Hale, un jeune héros de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Donc pour la petite info, il a été pendu en 1776, donc bien des années après
après le moment où se passe l'histoire, hein, c'est en 1743. Et donc, c'est les derniers mots de ce jeune supplicié. Ensuite, et j'adore cette réplique de Gaylis lorsque Ned revient chercher Claire et Gaylis après l'interruption de séance, et que Gaylis dit qu'elle s'en va à un putain de barbecue. Alors là, je suis obligée de vous en parler dans la version originale. Donc, putain de barbecue, c'est fucking barbecue. Looks like I'm going to a fucking barbecue. Tout le monde comprendra. Et c'est important de le noter en VO, là, parce que les deux mots, en fait, sont anachroniques. Fucking, on l'a vu dans l'épisode 9. Alors, si on l'écoute en VO, bien sûr, là encore, c'est à la fin de l'épisode 9, lorsque Claire et Jamie ont fini par se réconcilier et qu'ils ont dormi par terre près de la cheminée. Jamie lui demande la signification de deux mots. Et en VO, c'est fucking et sadiste, sadique. What does fucking mean? Donc Claire sait que fucking, c'est pas un mot du 18e, de même que barbecue, là, pas besoin d'en dire plus. Bien sûr, on a cette mention à 1968. Ça tombe à un bon moment et ça éclaire Claire. Hein, donc là, ça la renseigne sur le fait que vraiment Gaylis vient du futur, mais ça nous éclaire nous aussi. Moi, je crois que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai compris que Gaylis était une voyageuse dans le temps. De la même façon, donc il y a le vaccin, la marque du diable. Je trouve que c'est bien de nous l'expliquer. Et pour aller encore plus loin, en fait, au moment où on faisait la chasse aux sorcières, hein, au XVIe, XVIIe, un peu au XVIIIe siècle, les accusateurs recherchaient des marques sur la peau des supposées sorcières. Et c'est vrai qu'à l'époque, était assez malvenu d'avoir une irrégularité sur la peau, un grain de beauté un peu trop prononcé ou ce genre de signes distinctifs. Car tout était alors motif pour dire que c'était la marque du diable. Autre petit détail, vous l'avez sans doute vu, hein, Jamie touche les pierres lorsqu'ils sont au sommet de la colline à Craignadoon, et bien sûr, il ne se passe rien. Donc ça confirme ce que nous dit Diana depuis de nombreuses années, que Jamie est bien incapable de traverser les pierres. Ensuite, vous les avez peut-être vus, mais Gaylis porte ces fameuses chaussures rouges que j'avais relevées dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve ça. Enfin, dernier détail que je souhaite relever, car il concerne une de mes répliques préférées de cet épisode, c'est à la fin de l'épisode, lorsque Claire a fait son choix et revient vers Jamie, elle lui dit « Debout, soldat ». En anglais, c'est « On your feet, soldier ». Et en fait, c'est la combinaison de deux répliques que l'on retrouve dans deux des épisodes précédents, et notamment dans le premier. Là aussi, à la fin de l'épisode, lorsque Claire a soigné Jamie, lorsqu'il est tombé de cheval, ils sont prêts à repartir pour le château de Léoc et elle lui dit « À cheval, soldat », en anglais. All right, well, on your horse, soldier. Et lorsque Claire a son flashback de la matinée du mariage, elle se fait réveiller par Murtock et Murtock lui dit « On your feet, lass », debout jeune fille. « On your feet, lass ». Et donc la combinaison de ces deux répliques, épisode 1 et épisode 7, nous donne, je pense, la réplique de l'épisode de l'épisode 11, hein, celui que je suis en train de décrypter. On your feet, soldier. Moi, je trouve que c'est un joli clin d'œil, et en fait, je l'adore pour toute la symbolique qu'elle représente. Le dernier tiers de l'épisode est consacré à la confrontation et à la révélation entre Claire et Jamie. Alors c'est une scène qui a été rejouée un nombre incalculable de fois. Le directeur voulait que ça fasse vrai, hein, la confession de Claire. Et ce qu'on peut d'ores et déjà en dire, c'est que la scénographie est magnifique. Hein, dans cette clairière, ce sous-bois, il y a une belle lumière. Le jeu des acteurs est parfait. Alors même si ça a été clapé 20 fois, peu importe, c'est le résultat qui compte. Claire est parfaite. Et franchement, Sam aussi. Je relèverai plusieurs de ses regards et de ses...
de ces expressions de visage qui sont tout simplement magnifiques. Alors c'est vrai que jusqu'ici, Claire et Jamie avaient presque tout exploré dans leur relation, sauf la vérité au sujet de Claire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'entame de cette scène, c'est Jamie qui soigne Claire, pour une fois. Et c'est beau, je trouve, c'est touchant que les rôles soient inversés. Alors on retrouve bien sûr dans cet épisode un Jamie chevaleresque, héroïque, courageux, fort, protecteur, toutes les qualités qu'on lui connaît déjà, mais il est aussi bien sûr sensible, délicat, compréhensif. Là encore, on retrouve le Jamie qu'on aime. Et même si c'est un homme rationnel dans son époque qui est quand même un peu irrationnel, il a entendu les légendes, notamment par les chants du barde. Et là, je pense à la fin de l'épisode 3, l'histoire qu'il chante, l'histoire que le barde chante, c'est l'histoire de Claire en fait. D'ailleurs, elle avait bien relevé ça également. Et c'est vrai que comme Claire lui a promis l'honnêteté, il la croit sur parole. Il veut d'ailleurs en savoir plus. Et je trouve qu'au moment où il lui dit « c'est bon, je te crois », c'est là où on sent vraiment tout son amour pour elle. Les mains se touchent à nouveau. Et alors on se rend compte qu'on attendait nous aussi cette révélation depuis le début. Claire est soulagée de pouvoir se délester de son secret et d'ailleurs on avait bien senti qu'elle avait envie d'en parler déjà dès l'épisode 3 lorsqu'elle fait un rêve éveillé et qu'on la voit raconter son secret à Madame Fitz avant de reprendre un peu conscience du monde réel et qu'on se rende compte que non, elle n'a pas révélé son secret. J'aime beaucoup ce regard de Jamie au moment où il prend la décision de l'emmener aux pierres. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il lui parle tout le temps de Lallybroch, alors qu'il a décidé de l'emmener à Craignadoon. Enfin, là encore, on sent que lui parle de Lallybroch parce que c'est sa maison, c'est là où lui a envie de retourner. Et en fait, le thème, c'est vraiment retourner à la maison. Et ça, on l'avait dans l'épisode 9, toute cette thématique à propos de retourner chez soi, avoir un chez soi. On peut parler aussi un peu de la scène de sexe qui est très sensuelle, qui est très belle, et où Jamie veut graver le visage de Claire. C'est sa dernière nuit avec elle. Alors lui le sait, et je trouve que c'est pas vraiment une question de sexe là. En fait, c'est vraiment une question de laisser un bon souvenir à Claire et de garder aussi un souvenir d'elle. Et là aussi, il y a encore un regard de Jamie qui passe de la douceur, tendresse, à de la détermination. C'est au petit matin, quand ils sont près de la rivière. Lui, il lui parle de Lallybroch et il l'emmène à Craignadoon. Il a pris sa décision et il sait que c'est pas à lui de faire le choix de rester ou partir, et je trouve que c'est une belle preuve d'amour qu'il donne à Claire. Il sait que son époque est pleine de dangers, qu'elle n'est pas très sûre, et c'est vrai que leurs adieux sont difficiles. Je me demande pourquoi Claire ne lui répond rien quand il lui dit qu'il n'y a rien pour elle ici. Moi, ça me déchire le cœur, ces adieux. C'est vraiment une des première fois, je crois, où je pleure à chaudes larmes pour cette série. C'est vraiment émotionnellement très intense, je trouve. Claire se retrouve donc seule sur la colline face à ses choix et on la retrouve dans un plan où ses mains sont très proches des pierres. Et puis, blackout. De quelques secondes, c'est plus long que ce qu'on pourrait attendre, et moi je croyais que c'était la fin de l'épisode et qu'on allait nous laisser là comme ça, sauf qu'en fait non, c'est pas fini et qu'on la voit donc retourner vers Jamie. C'est un happy end. Les larmes de Jamie me font fondre complètement, et voilà ces derniers mots: take me home to Lallybroch, ramène-moi à Lallybroch, à la maison. Ça augure d'une belle suite, et j'espère qu'enfin leur histoire d'amour va pouvoir se poser un peu et s'épanouir dans un contexte un peu plus serein. On verra bien.
Cet épisode est basé sur un seul chapitre du roman de Diana, dont le titre est « Au bûcher les sorcières ». Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, là, on est complètement dans l'esprit du roman. C'est une belle adaptation. Alors évidemment, il y a des ajustements, hein, il y en a toujours. Mais là, il manque pas grand-chose. Franchement, on est complètement dedans. Alors, pour relever quand même les quelques petites différences, les deux femmes ne passent qu'une seule nuit dans le trou. Le procès se passe aussi en extérieur, hein, sur la place du village. Il y a un peu moins de témoins, en tout cas, il n'y a que 2 témoignages qui sont vraiment détaillés dans le roman. Et d'ailleurs, l'un d'eux, c'est le père Bain. Mais il n'y a pas de doute, lui, sur son témoignage, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté comme on peut l'avoir dans la série. Il n'y a pas le témoignage de Lyrie non plus, elle est absolument absente de ce chapitre. Le plaidoyer de Ned dans le roman est décrit comme étant soporifique, donc on n'a pas ces belles envolées et puis cet aspect très malin des choses qu'on retrouve dans la série. Ce que je remarque aussi, c'est que le traitement de Claire et de Gaylis est beaucoup plus violent, hein. C'est, pour moi, la lecture du roman là est plus abrupte que ce que j'ai pu voir dans la série, même si c'est déjà poussé pas mal loin dans la violence, ou suggéré en tout cas. Il y a pas ces échanges tendancieux, je dis tendancieux, mais où l'une et l'autre se délivrent des indices sur le fait qu'elles sont voyageuses dans le temps. Claire se rend compte que Gaylis vient du futur lorsqu'elle découvre la marque du vaccin sur son bras. Et c'est tout. Et dernière différence, c'est au moment où Claire et Jamie sont sur la colline. Il y a un premier faux départ, hein, de Claire, où Jamie observe littéralement Claire se disloquer. Ça, il y a quelques lignes là dans le roman, et où il la rattrape parce que ça l'effraie beaucoup. Et on a aussi quelques détails sur le fait que Jamie essaye de passer à travers les pierres. On le voit se jeter contre les pierres, etc. Voilà, ça on l'a quand même pas. Ça aurait peut-être été un peu grotesque en réalité. Autre chose sur laquelle je voulais m'attarder, parce que c'est très important à mes yeux, c'est lorsque Jamie demande à Claire de l'honnêteté et de la sincérité. Ça apparaît dans le roman beaucoup plus tôt, au moment du mariage, lorsque Claire et Jamie sont déjà mariés à l'église et qu'ils se retrouvent dans la chambre nuptiale. Jamie demande solennellement à Claire d'être toujours sincère avec lui, car il estime que c'est leur seul bien pour l'instant. Ils n'ont que le respect, et donc je trouve que c'est bien de l'avoir réintroduit là à ce moment-là, pour cette scène-là. Ça tombe vraiment à point nommé, et voilà, je suis contente qu'on retrouve ce serment d'honnêteté, et que ça n'ait pas été complètement éludé. D'ailleurs, c'est tellement important ce serment de sincérité que c'est ce qui fait que Jamie croit Claire sur parole lorsqu'elle lui raconte son histoire. Ça ne lui viendrait pas à l'idée de douter de ce qu'elle lui dit, puisque juste avant, elle vient de lui accorder l'honnêteté et la sincérité. Jamie étant un homme de parole, pour lui, c'est inconcevable que Claire lui mente à ce moment-là. À la fin de l'épisode, Claire demande donc à Jamie de l'emmener à Lallybroch. Et c'est probablement là que nous irons dans ma prochaine vidéo, dans mon prochain décryptage. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.